Chief don't run, the chief don't, no the chief don't. Rebonsoir, salut à toutes et à tous, on est de retour dans Intégral Foot et notre invité est arrivé, Marco Martins, journaliste chez Record. Bonsoir et bienvenue à vous. Bonsoir à tous. Donc, est-ce que vous pouvez vous présenter à nos auditeurs? Je vais être assez bref. Je suis journaliste et correspondant pour le journal portugais Record. Et en France, je travaille également pour Radio France Internationale. Voilà. Mmh. Bienvenue à vous en tout cas. On va commencer par parler du mondial, bien évidemment. Pratiquement les 3 journées sont terminées. Le Portugal, vous êtes ravi, vous êtes pas ravi en tant que supporter avant tout, en tant que citoyen portugais. C'est quoi votre sentiment au bout de 3 journées de Coupe du Monde? On va dire que c'est un sentiment, je dirais, mitigé. Si on regarde cette équipe du Portugal, on peut se dire qu'elle est assez comparable à celle de l'Euro 2016. Donc c'est pas forcément un très beau jeu, un jeu agréable à regarder, mais en tout cas les résultats sont là et la qualification est là. Et je suivrai le sélectionneur qui avait emmené cette équipe à être championne d'Europe en disant qu'il faut y aller pas à pas dans une compétition. Et le premier objectif, sinon c'était vraiment catastrophique, c'était de réussir à passer cette phase de poule. Alors évidemment, on a tous été assez impressionnés par le premier match, enfin pour ma part en tout cas, en voyant ce 3-3 face à l'Espagne, une équipe du Portugal qui mène, qui après est menée. Et ce qui a été assez intéressant, c'est de pouvoir voir cette réaction du Portugal. Je veux pas dire que le Portugal est souvent apathique, mais un petit peu. C'est vrai que quand elle est en train de mener, qu'elle se fait reprendre au score et qu'après elle-même elle est menée, elle a tendance à souvent abandonner. Et c'est vrai que je l'ai rarement vu dans une configuration comme ça où elle a su réagir, en tout cas dans un mondial, su réagir, su se remettre dans le match et pouvoir égaliser vraiment la dernière minute. Autre surprise, même si pour beaucoup ça ne l'est pas, je pense franchement que le match de Cristiano Ronaldo est assez exceptionnel parce que je rappelle qu'en 3 Coupes du Monde, c'était 3 buts au total, c'est-à-dire un but par compétition. Et là, en un seul match, il en met 3. Donc je pense vraiment qu'il est en grande forme et sur ce match-là, il a prouvé ce qu'il n'avait pas prouvé lors des autres mondiaux, qu'il pouvait être présent et il pouvait porter à lui seul l'équipe. Parce qu'au final, c'est ça ce qui s'est produit aussi. C'est peut-être le côté un peu plus inquiétant par rapport à l'Euro, c'est que lors de ce match, ce premier match face à l'Espagne, c'est lui qui a porté l'équipe à lui seul. Ensuite, il y a eu ce match face au Maroc. Et à nouveau, on a eu un peu cette rebelote. Cristiano Ronaldo qui remarque à nouveau. Et après, l'équipe a défendu, un peu comme face à l'Espagne quand elle menait, c'est-à-dire elle recule énormément sur le terrain, elle ne fait que essayer de contenir l'adversaire et la chance entre guillemets du Portugal, c'est de ne pas avoir pris ce petit but du Maroc qui aurait tout changé dans ce groupe. Si le Maroc avait égalisé, je pense que la situation aurait pu être tout autre, en tout cas avant le 3e match. La partie réconfortante entre guillemets de ce 2e match, c'est que le Portugal n'a pas pris de but et c'est peut-être le point faible de cette sélection, en tout cas avant le mondial, tout le monde en parlait, c'est que les centraux sont vieillissants, ils ont tous plus de 32 ans et enfin en tout cas ceux qui sont titulaires, Pep et José Fonte, et puis les latéraux sont des latéraux qui sont plutôt fragiles, des latéraux qui souvent sont blessés. Je parle surtout de Rafael Guerreiro qui passe pratiquement 2 saisons au Borussia Dortmund où il est constamment blessé avec des problèmes musculaires. Et justement, après ce match face au Maroc, il a à nouveau eu des problèmes musculaires et il était, enfin c'était un doute que le sélectionneur avait face à l'Iran. Et du côté droit, c'est Cédric Soares.
bon, c'est peut-être pas le meilleur latéral, c'est un latéral qui sait défendre, mais qui est peut-être un peu fragile au contact, même s'il joue en première ligue, il joue à Southampton. Mais au contact, il n'est pas assez dur sur l'homme, et c'est vrai que souvent les joueurs un peu plus techniques, un peu plus rapides, arrivent à le passer assez facilement. Donc sur une défense un peu fragile, un peu vieillissante, ne pas prendre de but, je pense que ça a été un bon point. Et puis face à l'Iran, ça a été un match vraiment extrêmement tendu. J'ai vu quand même durant tout le match une pression énorme sur l'arbitre. Je ne veux pas dire que c'était que l'Iran, parce que le Portugal aussi a mis une certaine pression sur cet arbitre. Mais cet arbitre avait vraiment le poids du monde sur ses épaules, en tout cas le poids des Iraniens et des Portugais. Donc j'aurais pas aimé être à sa place, sincèrement, de subir autant de pression, tout le temps des contestations, tout le temps à demander le VAR. Bref, je pense que le Portugal a un peu plus maîtrisé ce match-là, en tout cas jusqu'aux dernières minutes où ils se sont fait peur, mais surtout grâce au changement. Et là, on en reviendra peut-être un peu plus tard, mais Gonçalo Guedes n'a pas justifié en tout cas sa place de titulaire. Il a été remplacé par André Silva, qui a apporté beaucoup plus en attaque. Avec son physique, justement, il arrivait beaucoup plus à contrôler le ballon, à le conserver dans la partie défensive de l'Iran. Donc, je pense que ça a été intéressant de voir ce changement tactique. Aussi Quaresma, qui est rentré à la place de Bernardo Silva. Encore une autre déception. Encore un joueur qui est passé par le championnat de France et qui, jusqu'à maintenant, n'a pas justifié non plus son poste de titulaire. Et Ricardo Quaresma est rentré. On connaît tous ce joueur-là qui est assez atypique, qui est très technique, qui défensivement ne recule pas énormément, mais qui apporte beaucoup offensivement. Il a apporté beaucoup dans les centres, ce qui était un manque jusqu'à maintenant du côté du Portugal. Et puis après, ce but magnifique avec sa fameuse trivela, donc l'extérieur du pied, il a réussi à la mettre. Ensuite, durant le match, je pense qu'il y a une certaine maîtrise au milieu de terrain aussi, avec l'entrée d'Adrien Silva et de João Mario, qui ont réussi plutôt bien à tenir ce milieu de terrain. Il y a eu ce penalty, et je pense que c'est peut-être le tournant du match. C'est le moment où Cristiano Ronaldo loupe ce penalty. Au final, le Portugal pouvait mener 2-0 et avoir un certain avantage. Mais en loupant ce but, on sent que l'équipe s'est crispée parce que l'équipe s'est dit bon, on a loupé le coche et si on se prend un but, on va vraiment souffrir. Et c'est ce qui s'est passé avec cette main de Cédric, parce que sur la forme, il y a main. Hein, on va pas non plus contester ça. Après, ça a été la décision de l'arbitre. Il y a ce penalty, il y a ce but, et vraiment dans les 3-4 dernières minutes, il y a eu une souffrance extrême pour le Portugal. Donc c'est vraiment un sentiment mitigé que j'ai sur l'ensemble des 3 matchs. Mais après, moi, je me rappelle vraiment de l'Euro 2016 et de ces 3 premiers matchs qui étaient aussi catastrophiques. 3 matchs nuls, ça passe par la petite porte, ça passe par la 3e place. Au Mondial, il n'y a pas de 3e place qualificative. Il fallait vraiment aller chercher une des 2 places, une des 2 premières places. C'est ce qu'ils ont fait dans un groupe qui au final était très compliqué. Même l'Espagne finit à peine avec 5 points, les mêmes points que le Portugal. Alors quand on disait que l'Iran était complètement out, ils ont fini 3e avec 4 points. Le Maroc qui était éliminé après la 2e journée, on disait bon bah ils vont lâcher le 3e match, ils l'ont pas fait. Donc je pense que ça a été vraiment un groupe très compliqué et il fallait se sortir de ce groupe-là. Vous avez dit à juste titre que le Ronaldo portait cette équipe du Portugal et que face à l'Iran, quand il a raté son penalty, on a senti cette équipe un peu orpheline, qui savait pas trop qui cherchait son chef. Est-ce que face à une équipe comme l'Uruguay où il n'y a pas un cadre mais plusieurs cadres qui va véritablement jouer en collectif, le fait d'avoir un seul joueur qui porte l'équipe du Portugal, ça peut être préjudiciable à cette équipe du Portugal? J'ai envie de vous dire que l'espoir un peu de tout un peuple, c'est que les autres se réveillent un petit peu. Et j'en parle beaucoup avec mes collègues. À l'Euro, il y a plusieurs joueurs qui se sont révélés. Il y a Nani qui a marqué quelques buts. Il y a Quaresma qui a su être décisif aussi. Il y a Renato Sanches au milieu de terrain qui s'est révélé lors de l'Euro 2016. Donc il manque ces lieutenants qui pour l'instant ne sont pas arrivés, ne sont pas apparus. Je veux dire, Bernardo Silva, comme je l'ai rappelé, 2 matchs titulaires, 2 déceptions. Gonçalo Guedes, 2 matchs, 2 titularisations, 2 déceptions également. Donc on attend et on espère que les joueurs vont apparaître un peu plus dans les moments décisifs, maintenant qu'on est en 8e de finale, que les André Silva, pourquoi pas Bernardo à nouveau, que João Moutinho apporte encore plus au milieu de terrain, que sur le versant gauche du milieu de terrain, Bruno Fernandes. On sait que le Portugal est basé sur du pragmatisme, un peu comme l'équipe de France.
ça a marché à l'Euro, mais est-ce que ça peut vraiment marcher en Coupe du Monde où justement il y a des équipes beaucoup plus techniques avec des vrais fonds de jeu? Comme je vous le dis, comme je l'ai dit peut-être un peu plus tôt aussi, je pense que ce mondial va se jouer sur le pragmatisme. On l'a vu encore hier. Les grosses sélections comme l'Argentine sont passées par un trou de souris. On a vu l'Allemagne qui gagne 2-1 face à la Suède. Ces sélections ont beaucoup de difficultés en ce moment à rentrer dans ce mondial et je continue à dire qu'on n'aura pas des gros scores. On en a eu dans certains groupes, mais après il faut voir l'adversaire. Je pense que la Tunisie, ça a été une erreur peut-être des Tunisiens. Je sais pas, ce match-là a été assez particulier, mais en tout cas le Panama, on a vu qu'il y avait une différence énorme de niveau. L'Arabie Saoudite, quand elle prend 5-0 de la Russie, c'est aussi un manque de niveau, en tout cas durant ce mondial, mais on voit que l'Uruguay après a seulement battu 1-0 l'Arabie Saoudite. Donc moi je continue à dire que oui, ce mondial va se jouer sur des petits détails et on était tous là à dire le Brésil, oh là là, ça va être compliqué pour le Brésil. Le Brésil a fait match nul face à la Suisse, mais ils ont réussi à gagner derrière 2-0. Tout le monde voyait l'Allemagne éliminée et ils étaient éliminés à la fin de la première mi-temps. Ils sont toujours dans la course et on voit mal maintenant l'Allemagne se faire éliminer vu qu'ils jouent la Corée du Sud. On sent qu'ils vont réussir à gagner. L'Argentine, tout le monde la voyait dehors et à 5 minutes de la fin de ce match, l'Argentine était dernière de son groupe et en 5 minutes, elle passe deuxième et elle se qualifie. Tout le monde passe par un trou de souris et on a bien vu que souvent ceux qui, malgré la difficulté, arrivent à passer, peuvent toujours aller chercher le titre mondial tant qu'on est en course. Et c'est pour ça que je disais au début que l'important pour Fernando Santos, c'était de réussir à passer cette phase de poule, parce que c'est le plus compliqué. Parce qu'après, quand c'est un match, un unique match sur 90 minutes, n'importe quelle équipe peut réussir à se qualifier. Ça, c'est vraiment comme, c'est pas des matchs comme en Ligue des Champions où il y a un match aller, un match retour. Non, là, c'est 90 minutes. Si l'équipe se donne à fond, ils peuvent réussir à gagner. On le voit bien à l'Euro, tout le monde disait que la Croatie était une grosse équipe. Et effectivement, c'était une grosse équipe. Et à nouveau, c'est une grosse équipe cette année. Ils sont tombés face au Portugal et ils perdent 1-0. Bon, je veux dire, en ce moment, le football se joue à des détails. Et quand on voit tous les matchs qu'on a vus jusqu'à maintenant, on peut se dire que ça va se jouer sur des petits scores. Je vois aucune équipe réussir à dominer complètement son sujet dans ce mondial et être championne du monde. Je vois vraiment à des petits détails une équipe réussir à gagner. Et le Portugal, ainsi que la France, peuvent réussir dans ce rôle-là. Ils l'ont déjà montré plein de fois, réussir à gagner 1-0, 2-1, aller même jusqu'aux prolongations. On en parlera peut-être un peu plus tard du match face à l'Uruguay. Mais moi, je vois vraiment à nouveau une prolongation. Et puis la France face à l'Argentine, est-ce qu'on aura une décision sur les 90 premières minutes avec des équipes qui sont un peu frileuses? Parce que justement, on a peur de perdre. On sait ce qu'on peut perdre maintenant à partir des huitièmes. Donc tout le monde, je pense, va essayer de verrouiller défensivement. Et puis en contre-attaque, réussir à marquer 1 ou 2 buts. Et c'était curieux d'ailleurs hier de voir l'Argentine qui gagne avec des contre-attaques. J'ai rarement vu l'Argentine qu'on dit qui maîtrise son sujet. L'Argentine arrive à dominer les équipes qu'elle affronte. Eh bien, hier, toutes les actions dangereuses qu'ils ont réussi à obtenir, c'était en contre-attaque face au Nigeria. Donc, c'était le Nigeria qui emmenait un peu le match, qui contrôlait un peu ce match sur le fond. Vous l'avez évoqué, le match contre l'Uruguay. Est-ce que les Portugais sont confiants? Est-ce que la presse est confiante au Portugal ou pas? Comment vous appréhendez ce match? Je pense que les deux sélections sont à peu près pareilles. Je continue à le dire. Il y a une attaque qui peut être très forte. On rappelle que l'Uruguay est porté par Cavani et par Suarez. Du côté du Portugal, elle est surtout portée par Cristiano Ronaldo pour l'instant. Par contre, les défenses, moi je continue à dire qu'elles sont peut-être un peu plus faibles. Le milieu de terrain et la défense, ils ont encore beaucoup de choses à prouver. Peut-être que l'Uruguay a un certain avantage avec les deux centraux qui sont de l'Atlético Madrid, qui ont fait une très bonne saison avec l'Atlético Madrid. Mais sur les côtés, les latéraux, c'est peut-être pas encore ça non plus du côté de l'Uruguay. Et le milieu de terrain, je trouve qu'il est un petit peu à la rue pour l'instant, le milieu de terrain uruguayen. Quand on sait qu'un des titulaires, c'est quand même Christian Rodriguez, les Parisiens s'en souviennent très bien de Christian Rodriguez. Les Portugais aussi, Porto et Benfica, où c'est un joueur qui fait 6 mois plutôt bon et puis après, il se retrouvait à la rue. Et là, pour l'instant, il joue même
championnat interne uruguayen, Peñarol. Et du côté du Portugal, c'est un peu pareil. Pour l'instant, le milieu de terrain n'a pas prouvé ce qu'il l'aurait dû prouver comme à l'Euro 2016, avec un João Moutinho fort, avec un Adrien Silva fort, William Carvalho aussi. Donc il faut que ces joueurs-là passent à un autre niveau. Et des défenseurs centraux, on en a déjà parlé, c'est Pep et José Fonte. Si on regarde au nom, on se dit, bon, Pep, c'est quand même un joueur qui est passé par le Real Madrid, oui, mais maintenant il est à Beşiktaş et il a quand même pas mal de pépins physiques, l'âge commence à peser. José Fonte, qui a été une bonne option durant l'Euro 2016, est parti en Chine. Et en ce moment, il joue même plus en Chine, dans une équipe qui compte Nicolas Gaëtan et Yannick Carrasco. Bon, j'ai envie de dire que ce match va vraiment aussi, comme je le disais, se jouer sur des détails. Et je vois vraiment, je sais pas, un 0-0 ou un 1 partout, et le match va en prolongation. Et là, je pense que ça sera une décision dans les prolongations. Marcos, est-ce que au Portugal, on parle déjà alors il va falloir passer l'Uruguay, mais d'une perspective de retrouver un duel Ronaldo-Messi en quart de finale? Alors, ça fait déjà quelques mois que tout le monde se penche, je pense que toutes les nations l'ont fait, se penchent sur le calendrier et voir un peu les combinaisons qu'on peut avoir. Depuis des mois, les Portugais se disent, bon, l'Espagne est quand même meilleure que nous, on va finir deuxième. Bon, si on finit deuxième, contre qui on va jouer? À la base, le quart de finale, c'était contre la France. Les Portugais se sont dit, bon, bah, ça va être les retrouvailles de l'Euro 2016. On va essayer de jouer à nouveau face à la France sur un quart de finale qui est à nouveau une situation qui serait inédite, parce qu'on a souvent rencontré la France en demi-finale. On a rencontré la France une fois en finale à l'Euro 2016. Et là, ça serait en quart de finale. Et puis, tout d'un coup, hier soir, il y a Messi qui vient. Il y a Messi qui arrive. Par ses petits pas de velours, comme il a fait lors du but. Il arrive et il se dit, bon, bah, je suis là, finalement. Je suis du côté des Portugais. Quand tout le monde pensait qu'il allait être de l'autre côté du tableau, bien, finalement, il vient jouer contre la France et après, ça peut être le Portugal si le Portugal arrive à se qualifier. Je pense qu'au Portugal, il y a deux sentiments. Le premier sentiment, c'est se dire, on va jouer à nouveau contre la France. Et comme on les a battus à l'Euro 2016, pourquoi pas battre à nouveau la France. Mais il y a le deuxième sentiment, qui est quand même un Messi Cristiano Ronaldo en quart de finale de la Coupe du Monde et ça c'est l'avis des Portugais, pour enfin montrer que Cristiano Ronaldo est supérieur en sélection à Messi. Je pense que ça fait vraiment, vraiment saliver les Portugais de se dire, pourquoi pas un Portugal-Argentine et montrer enfin que le Portugal est supérieur à l'Argentine, parce que jusqu'à maintenant il n'y a pas vraiment eu de duel entre les deux en sélection, et Messi a quand même porté, même s'il n'a pas gagné, a porté cette sélection argentine à plusieurs finales lors de Copa América et aussi du championnat du monde. Et les Portugais se disent, bon, bah nous, Cristiano Ronaldo n'a pas encore porté cette sélection lors d'une finale. Il y a eu la demi-finale en 2006, si je me rappelle bien, en Allemagne. Mais il n'y a pas eu encore de finale. Et prouver lors d'un quart de finale que le Portugal est supérieur à l'Argentine, je pense que ça fait saliver pas mal de monde. Et je pense que si vous faites un petit sondage aujourd'hui, les Portugais préféreraient voir l'Argentine éliminer la France pour qu'il y ait ce fameux duel. Juste, j'ai une dernière question sur ce qui concerne la sélection portugaise. Est-ce que c'est ce que on ressent surtout lors de ces 3 matchs, c'est que cette équipe est dépendante à Cristiano Ronaldo? Est-ce que vous le confirmez ou pas? En fait, ça fait des années. Ça fait des années que cette sélection est dépendante de Cristiano Ronaldo. En qualification, pour l'Euro, pour les mondiaux, elle est toujours dépendante de la forme de Cristiano Ronaldo. On l'a vu en 2014. Cristiano Ronaldo arrive exténué de sa saison, arrive un peu blessé, et qu'est-ce qui se passe? Ils se font éliminer dès le premier tour. Ça a été cauchemardesque pour les Portugais, qui pensaient, entre guillemets, qu'en allant au Brésil, un pays qui parle portugais, un pays qui a un peu la même mentalité, eh bien, pourquoi pas faire quelque chose? Pourquoi pas aller en demi-finale ou en finale? Je pense que en 2014, beaucoup de Portugais espéraient ce titre mondial. Mais comme Cristiano Ronaldo n'était pas en forme, eh bien, l'équipe du Portugal a été rapidement éliminée. À l'Euro, même si beaucoup disent qu'on voit pas trop Cristiano Ronaldo, je trouve qu'on le voit énormément sur une partie qui était peut-être pas jusqu'à maintenant visible en sélection. C'est-à-dire qu'il s'est transformé. Cristiano Ronaldo, à partir des huitièmes de finale, Cristiano Ronaldo n'était plus cet avant-centre qui restait devant et qui venait jamais défendre. Moi, je l'ai rarement vu en sélection, que ce soit en huitième ou en quart de finale face à la Croatie, face à la Pologne, venir défendre
sur des corners, il venait défendre, sur des phases offensives des adversaires, il venait défendre. Je l'avais jamais vu dans cette position-là, mais lui-même, voilà, a décidé de changer son style de jeu à l'Euro pour réussir à apporter enfin un titre au Portugal. Donc, le Portugal a toujours été dépendant de Cristiano Ronaldo, même en finale, face à la France. Je veux dire, le Portugal sans Cristiano Ronaldo, c'est pas pareil. Je pense que si la France aurait été un peu plus pragmatique, on en a parlé tout à l'heure, elle aurait réussi à remporter ce championnat d'Europe. Mais sur le fond de la question, oui, le Portugal est complètement dépendant de Cristiano Ronaldo, et pas que de ses buts. Je pense que sincèrement, Cristiano Ronaldo peut faire autre chose que marquer des buts, c'est-à-dire faire des passes décisives. Et face à l'Uruguay, ça pourrait être son rôle. Il a déjà marqué 4 buts dans ce championnat du monde. Il a déjà marqué beaucoup plus que lors des 3 précédentes éditions. Et comme je l'ai dit précédemment, je pense que les autres doivent aussi prendre leur part de responsabilité. Et Cristiano Ronaldo pourrait être un peu ce playmaker face à l'Uruguay, celui qui attire les adversaires, mais qui arrive à distribuer à des joueurs comme Ricardo Quaresma, Bernardo Silva, André Silva, et eux puissent enfin faire la différence parce qu'ils sont peut-être moins surveillés par les adversaires uruguayens. Bon, j'imagine que cette question vous la pose beaucoup, mais depuis maintenant pratiquement 2-3 mois, Cristiano Ronaldo, est-ce qu'il va partir? Est-ce qu'il va rester au Real Madrid? Est-ce qu'il va venir au PSG comme l'annoncent certains? Est-ce que ça existe cette histoire, ou est-ce que c'est encore une fois une rumeur, des conneries, ou pas? Est-ce que vous avez des infos là-dessus? Est-ce que c'est vrai? Moi, je pense que sa volonté sera toujours de rester au Real de Madrid. Quand on regarde en termes de palmarès, le Real Madrid est peut-être quand même le plus grand club européen. Tout le monde sait que la principale compétition que tout le monde veut gagner, c'est la Ligue des Champions. Et Cristiano Ronaldo, c'est un joueur qui, quand il arrive dans une équipe, il veut avoir, en tout cas, cette prétention, être candidat à la Ligue des Champions. Quand il part à Manchester United, rappelez-vous quand même, il y a des gros noms qui sont autour de lui. C'est pas une petite équipe dans laquelle il est arrivé. Une équipe qui a fait 2 finales, je me rappelle bien, une qu'il perd, une qu'il gagne. Et après, il part au Real Madrid, où maintenant c'est 4 victoires en Ligue des Champions. Lui, c'est la gagne. Alors, effectivement, il veut quand même avoir le meilleur salaire. Mais c'est pas une question d'argent. Il faut que les gens, au bout d'un moment, se rendent compte de quelque chose. C'est pas une question d'argent. Il a déjà beaucoup d'argent. Mais la question, c'est, quand on est le meilleur joueur du monde, on doit être le mieux payé. C'est dans cette logique-là qui fonctionne. C'est pas avoir de l'argent pour avoir plus. C'est avoir de l'argent dans la logique, je suis le meilleur joueur, donc je dois être le mieux payé. Parce que si c'est pas moi le meilleur joueur, ok, c'est pas moi qui serai le joueur le mieux payé. Mais quand il voit des Neymar qui a 0 ballon d'or, quand il voit Messi qui a le même nombre de ballons d'or devant lui et qui gagne beaucoup plus, il se dit je devrais gagner pareil. Et je pense quand même que le Paris Saint-Germain est souvent comment dire en ce moment, c'est le club qu'on utilise pour pouvoir avoir une belle augmentation. Voilà. Je pense que c'est le plus beau résumé. C'est il y a un intérêt du Paris Saint-Germain, donc vous devez me donner plus. Après, je pense que si le Real Madrid ne fait pas d'efforts, avec des joueurs quand même intéressants au Paris Saint-Germain, on va pas non plus dire que c'est une équipe de seconde zone, c'est une équipe qui peut prétendre très bientôt à gagner une Ligue des Champions. Mais il faut continuer à prendre des joueurs de qualité, il faut continuer à travailler avec des entraîneurs qui puissent l'emmener aussi, cette équipe, loin en Ligue des Champions, avec un Thomas Tuchel, avec un Neymar, avec un Mbappé, avec un Cavani CRS. Enfin, je veux dire, il y a quand même de quoi faire en attaque. Et je pense que Cristiano Ronaldo se plairait beaucoup dans cette équipe. Le Paris Saint-Germain a fait une offre, d'après ce que disent les Espagnols, qui serait astronomique. 45 millions d'euros par an. Ça serait quand même plus 15 millions de plus que Neymar. Je pense qu'il pourrait se laisser tenter. En plus, il est en fin de carrière. Et vous y croyez à la presse espagnole ou pas? Je pense qu'ils sont quand même pas mal informés. Ils l'ont toujours été. Neymar, ils se sont pas trompés. Rapidement, ils ont dit que Neymar préparait un départ au Paris Saint-Germain. Donc, je pense qu'ils sont bien informés. Je pense que Cristiano, si en plus, là, on est dans des si, mais s'il arrivait à gagner ce titre mondial, il aurait tout gagné.
Et il sait très bien que cette année au Real, ça va être très compliqué. Zinedine Zidane est parti, des joueurs sont insatisfaits, d'autres se font vieillissants, je veux pas dire, mais quand même le milieu de terrain, entre Kraus et Modric, ce sont d'exceptionnels joueurs, mais qui commencent à avoir un certain âge. En défense aussi, Sergio Ramos n'est pas tout jeune non plus, Marcelo non plus. Enfin voilà, c'est une équipe qui commence à être vieillissante, et Zidane lui-même est parti en disant l'année prochaine, je pense que le Real Madrid ne va rien gagner. Et je pense que Cristiano Ronaldo a peut-être la même optique en se disant bon, si l'année prochaine je ne gagne rien du tout, pourquoi pas changer d'air, pourquoi pas aller dans une équipe qui est en construction, une équipe qui pourrait peut-être m'apporter à nouveau le Ballon d'Or, parce que cette année, bon, pour l'instant, en ayant gagné la Ligue des Champions, en étant meilleur buteur de la Ligue des Champions, on sent qu'il peut aller rafler ce 6e Ballon d'Or. Oui, mais et l'après, parce qu'il pense beaucoup à l'après. Non, c'est pas nouveau. Il pense beaucoup à son futur, vraiment à l'après. À 33 ans, ou à 34 ans, excusez-moi de vous couper, est-ce que oui, vous le voyez encore, est-ce qu'il peut encore faire 3-4 saisons au haut niveau, à cet âge? Je pense. Mais il suffirait d'une saison au Paris Saint-Germain pour remporter la mise. Il suffit d'une saison pour remporter la Ligue des Champions. Il n'y a pas besoin de 2-3 saisons. S'il venait cette année, après, est-ce que on arrive à maintenir Neymar? Est-ce qu'on arrive à maintenir Cavani? Est-ce qu'on arrive à maintenir Mbappé? Comment on joue du coup? Si on a 4 attaquants, en tout cas 4 options offensives de ce calibre-là, comment on les fait jouer ensemble? Tout ça sera le problème de l'entraîneur. Et je pense pas que le Real Madrid le laisse partir sans avoir un petit atout derrière. Pour le Paris Saint-Germain, je me demande même si l'atout principal, ça serait pas de presque lâcher Cavani et de prendre Cristiano Ronaldo, parce que je vois pas Paris lâcher Neymar et Mbappé, parce que c'est vraiment le futur. C'est peut-être les 2 stars montantes, les 2 stars qu'on voit après Messi et après Cristiano Ronaldo, c'est le Paris Saint-Germain qui les a. Donc je pense que Cristiano pourrait venir si vraiment il a une proposition tentante, si il voit l'effectif du Real Madrid et il se dit voilà, cette année je vais rien gagner du tout, j'aurai pas ce 7e Ballon d'Or, parce que c'est son objectif, il l'a quand même dit, hein, son objectif c'est d'avoir 7 Ballons d'Or comme son numéro. Donc le 6e est pratiquement garanti, mais il va falloir aller chercher le 7e. Et comment on va chercher ce 7e si le Real ne gagne rien du tout, avec un entraîneur, Roland Lopetegui, qui a réussi quelque chose avec la sélection espagnole, mais qui a été catastrophique en tant qu'entraîneur principal de club. Et au Portugal, on l'a bien connu, vu qu'il a entraîné Porto, et il n'a rien réussi à faire avec Porto. Ce que pratiquement tout le monde arrive à faire, au moins de se qualifier en 8e de finale de Ligue des Champions. Enfin bon, c'est juste pour montrer que si Ronaldo ne voit pas des titres à la fin de l'année, il pourrait vraiment décider de changer d'air. Et Paris serait une belle option pour lui, parce que Paris a les moyens. Mais c'est pas tous les clubs qui peuvent accueillir un joueur comme Cristiano Ronaldo et lui offrir des conditions financières à sa hauteur. Oui. Moi, ma question, c'était, aujourd'hui, on sait que le fisc espagnol a joué un rôle énorme dans le transfert de Neymar, vu que ça mettait une pression permanente sur sa famille. Est-ce qu'aujourd'hui, ça joue un rôle aussi sur la possibilité de départ pour Ronaldo? Je pense aussi. Je pense que Cristiano Ronaldo n'a pas apprécié d'abord d'être suivi par le fisc de cette manière-là. Longtemps après, parce qu'on parle quand même de faits si je me rappelle bien, de 2011 et 2012. Il y a 6 ans, et après 6 ans, on vient à la chasse aux sorcières. Après Messi, après Neymar, c'est au tour de Cristiano Ronaldo. On voit vraiment une chasse aux sorcières en Espagne. Et après, il n'a pas apprécié le manque d'appui, le manque de soutien de son club, du Real Madrid. On annonce quand même en Espagne que la dette qu'a dû payer Messi, c'est Barcelone qui l'a payé. Et Cristiano Ronaldo pensait que le Real Madrid aurait fait pareil. Les 18 millions à peu près qu'il va devoir payer d'indemnité, il aurait espéré que ce soit le Real Madrid. Mais le Real Madrid, pour l'instant, se refuse à les payer. Donc il y a plein de petits détails qui font que Cristiano Ronaldo pourrait aller voir ailleurs. Et oui, cette chasse vraiment aux sorcières du fisc espagnol est assez compliquée à gérer. Et je pense que en venant en France, ça serait un peu plus simple. Neymar a déjà fait cette option. Pourquoi pas Cristiano Ronaldo? Toujours dans le thème des transferts, on a vu le PSG être relaxé par le fair play financier, alors que notamment le président de la Ligue espagnole et d'autres clubs européens mettaient une pression d'enfer pour que le PSG soit sanctionné. Est-ce que pour vous, cela signifie la mort du fair play financier? Et est-ce qu'on peut arriver à terme à des transferts mirobolants qui deviendraient du coup normal dans le monde du football?
Alors le cas de Paris est assez complexe parce qu'ils n'ont pas vraiment été relaxés par l'UEFA. Les informations qu'on arrive un peu à avoir, c'est que avant le 30 juin, Paris doit mettre sur la table environ 40 millions d'euros. Oui, Et c'est pour ça qu'on voit Pastore vendu et qu'on voit aussi Gonzalo Guedes un peu partout qui aurait été vendu pour 40 millions d'euros. Après, sur les sanctions, écoutez, si le club arrive à vendre, arrive à mettre l'argent sur la table, pourquoi le sanctionner? Et puis on parle de transferts mirobolants. Les transferts mirobolants, c'est souvent en Angleterre. Ce seront les clubs anglais qui ont quand même une manne financière énorme. Je rappelle que le dernier de Première Ligue reçoit tous les ans 100 millions d'euros. Le dernier de Première Ligue, 100 millions d'euros. Ils peuvent gaspiller 100 millions d'euros, c'est les droits qu'ils ont reçus. Sans parler après du merchandising, etc., qui rentre en ligne de compte avec le fair play financier. Et après, moi, je suis pas totalement pour le fair play. Je suis pas totalement pour le fair play financier par rapport à un détail. C'est que on oublie les dettes qu'ont les clubs. Et c'est en ça que les clubs français sont défavorisés. Le Real Madrid a près de 400 millions d'euros de dettes qui ne rentrent pas en ligne de compte sur le fair play financier parce que le fair play financier s'appuie seulement sur les résultats financiers des 2-3 dernières saisons. Et les dettes qu'on a avant, elles sont effacées. Alors sur ça, je suis pas d'accord parce que les clubs français sont toujours à l'équilibre, un équilibre de 0, aucune dette. Il peut y avoir du profit, mais en tout cas aucune dette et on doit s'aligner face à des clubs qui ont 400 millions d'euros de dette. Alors moi, je les trouve bien gentils, les Espagnols qui viennent tout le temps. Ah, mais Paris gaspille beaucoup, mais Paris doit être dans les clous pour le fair play financier. Faut un petit peu balayer devant chez vous et voir quand même que vous avez 400 millions d'euros de dette. Si un jour les banques espagnoles se réveillent, mais ça, j'ai quand même quelques doutes, se réveillent et disent bon, le Real Madrid va falloir payer vos dettes. Même en vendant le stade et tous leurs joueurs, va y avoir quand même des difficultés à tout payer. Et après, on construit avec quoi? On reconstruit, pardon, avec quoi? Donc, je vois pas la fin du fair play financier, mais de toute façon, il y aura toujours des adaptations, il y aura toujours des bisbilles qu'on pourra faire entre nous, entre guillemets, entre l'UEFA et les clubs, pour réussir à échapper à ce fair play financier et réussir à être dans les clous. Et puis bon, les sanctions, la plupart du temps, les sanctions que j'ai vues dernièrement, c'est quoi? C'est vous pouvez pas inscrire 25 joueurs, vous pouvez en inscrire que 23. Ah ouais, c'est dur. Ah, c'est dur. Bon. Et on prend une amende de combien? De 1 million d'euros. Ah bon, c'est super dur. Je pense que pour des clubs comme Paris ou d'autres, franchement, les sanctions sont faibles et ça n'a pas très grand intérêt. Ça fait juste parler des présidents de ligue qui ont, entre guillemets, excusez-moi le terme, entre guillemets, un peu les boules d'avoir perdu Neymar. Moi, je voulais revenir un peu sur Ronaldo. On sait que son agent est Jorge Mendes. Aujourd'hui, le PSG a Antero Henrique. On sait qu'il n'a pas beaucoup de bons liens avec Jorge Mendes. Est-ce que c'est pas là le problème pour Ronaldo au PSG aujourd'hui? Non, pas spécialement, parce que Antero Henrique, même s'il n'a pas forcément de bonnes relations avec Jorge Mendes, s'il y a une opportunité, il la prendra. Et ça serait une grande opportunité de pouvoir compter sur Cristiano Ronaldo au Paris Saint-Germain. Donc, je vois pas ça comme un problème. Les Portugais, même s'ils s'entendent pas, quand il s'agit de business et que tout le monde peut y gagner, parce que Jorge Mendes, il va prendre ça comme. Faut peut-être pas sur 100 millions, donc 100 millions, 200 millions. On parlait d'un transfert à 100, 200 millions. Ça lui ferait une com quand même de entre 10 à 20 millions d'euros. Je pense qu'il dira pas non. Et Antero Henrique de enfin ramener une deuxième grande star après Neymar. Je compte pas Mbappé pour l'instant parce que au niveau mondial c'était pas encore la grande star que il commence à être aujourd'hui. Mais ramener Neymar une année, ramener Cristiano Ronaldo l'année d'après, je pense que les relations, même si elles sont mauvaises entre eux, côté business, ça posera aucun problème. Juste au niveau d'Antero Henrique, est-ce que vous pouvez nous parler d'Antero, qui est un personnage assez sombre qu'on connaît pas beaucoup, il est pas en lumière. Qui est-il, enfin selon vous, qui suivait un peu qui suivait, je pense, le championnat portugais avec le FC Porto, etc. Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu Antero Henrique? Souvent, c'est un dénicheur de talent. Avec Porto, c'est ce qu'il avait coutume de faire, c'est d'aller dénicher les bons joueurs à un bon prix en Amérique du Sud ou même en Europe, mais d'aller chercher vraiment le joueur qui va pas
coûter très cher, mais qui va apporter beaucoup à l'équipe et surtout qui va après rapporter beaucoup en termes financiers. Le problème qu'il a au Paris Saint-Germain, c'est que c'est pas forcément ce qu'on lui demande. Le Paris Saint-Germain ne prend pas un joueur pour le revendre plus cher après. Non, le Paris Saint-Germain, il prend un joueur pour pouvoir l'utiliser, qu'il soit utile à l'équipe et que ça soit aussi une image de marque. Donc c'est peut-être en ça qu'il a des difficultés avec Paris, parce que Porto, la réalité de Porto et la réalité de Paris, c'est pas la même. Porto, si on prend un joueur pour 1 million d'euros, on le fait jouer une saison, puis on le revend 20 millions d'euros. On fait un bénéfice. Paris, non. Paris, on veut un joueur qui arrive, qui soit bon sur le terrain, qui apporte beaucoup, qui apporte en termes de merchandising, qui fasse vendre des maillots, qui fasse vendre des places. Et je pense que c'est pour l'instant c'est le petit défaut. Il a quand même réussi un gros coup, même 2 gros coups, en réussissant à amener Neymar et Mbappé, ce que les autres n'ont pas fait. Les autres directeurs sportifs qui sont arrivés à Paris, frileux par rapport au fair play financier, on va pas gaspiller beaucoup, on va se contenir. Et je pense que Antero Henrique a apporté d'autres solutions. Mais c'est toujours compliqué d'être directeur sportif à Paris. Il faut que des gros noms arrivent, il faut que ça plaise aux supporters. Quand on essaie de changer quelque chose, et c'est en ça qu'on lui a demandé aussi de travailler, c'est de changer la partie de la formation, d'essayer de mettre des hommes à lui qui puissent un peu relever le niveau de la formation du Paris Saint-Germain, ou en tout cas que les joueurs qui sortent de la formation puissent être utiles à l'équipe principale, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Mais ça aussi c'est un défaut du championnat et de la fédération française. Quand on sait que les équipes B sont c'est en National 2 maintenant, l'ancien CFA, maximum, donc c'est-à-dire la 4e division française. Comment des joueurs peuvent évoluer à 16, 17, 18 ans, 19 ans en 4e division française et réussir à être compétitif ensuite avec une équipe principale. Alors qu'au Portugal, et Antero Henrique s'appuyait beaucoup sur ça aussi, vous avez l'équipe B, elle est en 2e division. Donc la différence entre la 2e et la première, même si c'est déjà un gouffre, elle est minime. Et lui, il s'appuyait beaucoup sur ça, de créer des jeunes, de prendre des jeunes et de réussir à leur faire sauter le pas entre guillemets et qu'ils arrivent en équipe principale. Et là, il a beaucoup de difficultés avec tout ça au Paris Saint-Germain. Renouveler la jeunesse, la formation, mais en même temps jouer en 4e division, réussir à recruter de gros noms alors que lui, c'était plutôt le dénicheur de talents pas cher et qui puisse évoluer à un autre niveau. C'est en ça qu'il a quelques difficultés. Il va commencer une 2e saison, s'il reste. Il y aura une 2e saison et on verra bien ce qu'il arrive à produire. Aujourd'hui, comme on parle beaucoup de Porto, est-ce que le projet Monaco est comparable à celui de Porto? Tout à fait. Tout à fait. Et c'est ce que Lille voulait aussi essayer de faire. Pour l'instant, Lille n'a pas eu la même réussite que Monaco. Mais oui, Monaco est totalement dans ce système-là. Avec différents directeurs sportifs d'ailleurs portugais qui sont passés, comme Luis Campos. L'objectif, c'est de prendre des jeunes joueurs, des jeunes talentueux, qu'on va payer à un prix raisonnable, j'ai envie de dire, aujourd'hui pour le marché, et essayer de les revendre au plus offrant. Prendre des joueurs à 5, 10 millions d'euros et essayer de les vendre ensuite à 40, 50, 60 millions. C'est totalement le même système. Voilà. Il y a beaucoup de personnes qui comprennent pas trop ce qui se passe. Est-ce que vous pouvez nous éclairer un peu sur la situation au Sporting Portugal? Alors le Sporting, c'est peut-être une des situations les plus compliquées du championnat portugais. Alors, un président a été élu il y a quelques années en arrière, il s'appelle Bruno de Carvalho. Ce président est un président supporter. Il a fait partie des ultras du Sporting. Il est arrivé avec des idées neuves aussi, en disant voilà, moi j'ai été du côté des supporters, je sais ce que les supporters veulent. Les supporters, ils veulent des victoires, ils veulent des joueurs qui mouillent le maillot. Il avait un discours plutôt bon, c'est-à-dire il essayait vraiment de changer le championnat portugais. Mais il s'est confronté à une réalité qui est au Portugal, il n'y a que 3 grands clubs qui peuvent prétendre en tout cas au titre, c'est le Sporting Club du Portugal, Porto et Benfica. Et il s'est rendu compte que tout ne se passe pas forcément sur le terrain.
il y a quand même pas mal de choses qui se passent en coulisses. Et tout ça lui a montré que pour être champion, pour gagner des titres, il fallait être un peu plus roublard. Mais il faut savoir être roublard. Et tout le monde n'est pas comme Pinto da Costa, le président de Porto. Ça fait 30 ans qu'il est dans le milieu, 30 ans qu'il sait gérer son équipe. Un jeune qui arrive, qui a 3 ans, 4 ans d'expérience, essaye d'être le même, eh bien la pâle copie, n'arrive pas à être pareil que Pinto da Costa. Donc, durant les premières années de son mandat, il a essayé d'acheter beaucoup de joueurs, de donner l'équipe à Jorge Jesus, qui a emmené Benfica à plusieurs titres, en disant voilà, on va être champion, on va gagner des titres, c'est le plus important. Sauf que le problème, c'est que le championnat du Portugal, il n'a pas réussi à le gagner. Et cette année, tout l'agaçait. Les matchs de son équipe, même les autres, parce qu'au Portugal, on n'a pas que le foot, bien souvent dans ces clubs-là, on a d'autres sports, et tout l'agaçait un petit peu. Donc, il a commencé à proférer des déclarations un peu dures par rapport à ses joueurs. Et les joueurs ont mal réagi. Je pense que c'est le fond du problème, et c'est ce qui est arrivé sur les derniers mois. Le Sporting est deuxième du championnat, pouvait prétendre aller en Ligue des Champions, parce qu'au Portugal, ce ne sont plus les 3 premiers, mais bien les 2 qui vont maintenant en Ligue des Champions. Et lors de la dernière journée, le Sporting, qui était deuxième, fait match nul, si je me rappelle bien, face à Marítimo, et perd cette deuxième place, finit 3e. Là, les supporters insultent les joueurs insultent les supporters, et il y a un chaos total qui arrive. Voilà, un chaos total près du stade quand les joueurs rentrent, parce qu'ils étaient en déplacement lors de cette dernière journée. Le président qui défend, entre guillemets, les supporters, parce que lui-même a été supporter, il dit voilà, bon, il faut comprendre que les supporters ne sont pas contents, parce qu'ils voulaient cette deuxième place, vous finissez 3e. En Ligue Europa, on aurait pu faire mieux. C'est quand même un président qui met des communiqués sur Facebook en critiquant ses propres joueurs. Et donc, ça a créé vraiment une ambiance nauséabonde autour de cette équipe. Et au bout d'un moment, ce qui se passe, c'est que après ce dernier match, si je me rappelle bien, je crois que c'était lundi au mardi, il y a des supporters donc du Sporting, une 50aine, qui sont partis à l'académie, au centre d'entraînement du Sporting, et qui ont fini par frapper des joueurs. Ces joueurs frappés ont été assez choqués, traumatisés. Il y a eu comme un sentiment, un manque de confiance envers le président, parce que l'académie souvent est fermée quand il y a l'entraînement des professionnels. Là, elle était ouverte. Les supporters sont rentrés et savaient où étaient les vestiaires des joueurs professionnels. Enfin, plein de petits détails qui font que il y avait plus la confiance avec le président. Les joueurs, au bout d'un moment, ont décidé de résilier leur contrat à cause justement des conditions de travail. Et c'est ce qui a fait que cette situation s'est dégradée au fur et à mesure. Des joueurs qui partent, peut-être les joueurs en plus qui ont le plus d'identité au Sporting, comme Rui Patricio, comme Gelson Martins, comme William Carvalho, des joueurs qui ont été formés au Sporting et qui décident de partir, de résilier et de partir pour 0 au final. Et voilà, c'est vraiment une situation compliquée qui a fait qu'au final, le président est parti, a été viré du Sporting, et il y aura des élections en septembre. C'est une situation chaotique, c'est compliqué à résumer parce que c'est 5 ans, 6 ans de mandat d'un président qui a laissé pencher sur les médias en critiquant souvent ses joueurs, en disant que ses joueurs ne faisaient pas assez d'efforts. Après, il envoyait des SMS aux joueurs. Les joueurs qui ont des contacts avec les journalistes, les joueurs transmettaient les messages aux journalistes et ils étaient publiés. Lui-même, après sur Facebook, a publié des messages privés, des échanges qu'il a eus avec les joueurs. C'était une situation chaotique où on ne voyait que cette unique solution qui était que Bruno Carvalho parte du Sporting et que on fasse un peu le ménage. Et on essaie vraiment de repartir pour le Sporting sur une nouvelle saison avec un nouveau président, avec un nouvel entraîneur et une nouvelle équipe aussi, vu que, si je me rappelle bien, 8 joueurs ont résilié et je ne pense pas qu'ils vont revenir sur leur décision. Et en plus, les joueurs qui ont résilié, ils ont une grande valeur marchande. Est-ce qu'aujourd'hui, le Sporting va pouvoir
ramener d'autres joueurs du même niveau ou un peu moins? Est-ce que financièrement ils peuvent investir aujourd'hui sur le marché des transferts? En tout cas, ça fait quelques mois que le Sporting travaille sur la prochaine saison. Ils ont déjà recruté, il me semble, 8 à 9 joueurs. Ils ont des retours de prêt de joueurs qui ont fait des bonnes saisons. Après, c'est sûr que c'est difficile de remplacer des Bas Dost, qui était le meilleur buteur de l'équipe, Jason Martins, qui était un peu le feu follet sur le côté droit, le meneur de jeu, Bruno Fernandes, le milieu défensif, William Carvalho, et puis le gardien mythique de la sélection aussi, Rui Patricio. Ça va être compliqué de les remplacer, mais il n'y a pas le choix. En même temps, le Sporting doit partir sur une nouvelle dynamique. C'est des joueurs qui auraient dû de toute façon partir. Le Sporting croit en tout cas à une certaine indemnité pour chacun des joueurs, parce que si ce n'est pas une résiliation avec une justification, ou en tout cas que l'UEFA considère que ça soit justifié cette résiliation, il y aura de toute façon quand même une indemnité qui sera payée au Sporting. Si aucune indemnité, si l'UEFA, si la justice reconnaît que la résiliation est justifiée, est justifiable, ça sera compliqué financièrement pour cette équipe. Surtout qu'on ne sait pas où en sont les comptes. Jusqu'à maintenant, c'était Bruno Carvalho qui gérait tout ça, qui disait que les comptes étaient plus que positifs, que tout allait bien au sein du club. Maintenant que de nouveaux personnages, des nouvelles personnalités sont arrivées, on va voir où en sont réellement les comptes. Parce que jusqu'à maintenant, le Sporting gaspillait un peu à tout va, que ce soit sur les autres sports que compte le Sporting. Il y avait des salaires mirobolants qui étaient offerts aux sportifs, mirobolants à leur niveau, c'est-à-dire en handball, au volleyball, en athlétisme. Donc, pour l'instant, il y a des joueurs qui sont déjà arrivés, des joueurs qui peuvent compenser les départs, et puis l'équipe, on verra bien ce que ça donne cette équipe l'année prochaine. En termes financiers, ça risque en tout cas d'être compliqué. En tout cas, juste pour conclure, dernière question, c'est sur Gonzalo Guedes. Il va partir. C'est acté, c'est sûr au Portugal. On dit qu'il part ou pas du PSG? Oui, complètement. Complètement. Au Portugal, un peu partout, c'est acté que Gonçalo Guedes va partir à Valence. Je pense que ça a été quand même une erreur de casting pour le Paris Saint-Germain. Ils se sont trompés totalement sur le profil de Guedes, même si au final Fernando Santos fait un petit peu la même erreur, qui est d'utiliser en neuf. Ça n'a jamais été un neuf. Je pense qu'il a été recruté au départ pour être le remplaçant d'Edinson Cavani. Sauf que c'est pas un numéro 9, il sait pas jouer de cette manière-là. Il sait jouer peut-être en 4-4-2, c'est-à-dire avec un joueur à côté de lui, mais en pointe tout seul, c'est pas son rôle. Lui, c'est plus un joueur qui joue sur les côtés, un ailier, et le Paris Saint-Germain en a déjà tellement que je vois pas l'intérêt d'avoir Gonçalo Guedes, même s'il a fait une bonne saison avec Valence. Oui, mais c'est avec Valence, c'est lors du championnat espagnol, il a été aussi bon avec Benfica. Je pense que c'est un autre niveau. Le Paris Saint-Germain, pour l'instant, est à un autre niveau. En tout cas, pour la Ligue des Champions. Gonçalo Guedes, ça aurait été une très belle option pour jouer le championnat de France. Alors, est-ce que le Paris Saint-Germain a besoin d'un Gonçalo Guedes pour gagner le championnat de France et se priver d'une manne financière sur un joueur qui a coûté 30 et qui peut rapporter entre 40 et 50? Je pense que c'est pas mal quand même. Et puis il y a pas mal de solutions aussi au Paris Saint-Germain qui sont peut-être meilleures que Gonçalo Guedes, et on ne sait pas aussi l'évolution de ce joueur-là. Il a réussi à Benfica, comme je l'ai rappelé. Il a réussi une bonne demi-saison, je dirais, à Valence. Quid du futur? Est-ce qu'il va réussir encore à évoluer, à s'améliorer, ou est-ce qu'il va un peu stagner? Donc je pense vraiment que c'est le meilleur pour le Paris Saint-Germain, c'est de réussir à le vendre et de réussir en plus à faire une plus-value sur un joueur qui a quand même coûté 30 millions d'euros. En tout cas, Marco Martins, merci pour cette interview. On vous souhaite un joyeux anniversaire puisque c'est votre anniversaire, donc joyeux anniversaire à vous. Merci beaucoup, merci beaucoup. Et merci à vous en tout cas pour cette interview. Merci à vous, et puis espérons que nous continuerons à avoir un beau mondial. Espérons-le. Merci à vous en tout cas. Merci.